Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi plus longue? Tout simplement parce que le sujet du fair play financier en Liga est un sujet complexe qui touche à la fois à l'économie du football, à la gestion des clubs et aux décisions stratégiques des présidents. C'est un thème qui soulève beaucoup de débats, notamment parmi les supporters du Barça et du Real Madrid, mais aussi dans la presse sportive. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer en détail les nouvelles règles du fair play financier pour la saison en Liga. L'objectif, ce n'est pas juste de balancer des chiffres compliqués, mais vraiment de rendre ça simple et compréhensible pour tout le monde. Vous verrez que même si ça paraît technique, les calculs derrière sont finalement assez logiques. Et le plus intéressant, c'est que ces règles ne sont pas de la théorie, elles ont un impact direct sur les clubs qu'on aime suivre. Elles expliquent pourquoi certains clubs, comme le Barça, ont du mal à recruter librement, tandis que d'autres, comme le Real Madrid, semblent beaucoup plus à l'aise financièrement. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner des exemples concrets et je vous montrerai même comment vous-même, en tant que supporter, vous pouvez comprendre ces calculs. Alors, tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que le fair play financier de la Liga? En réalité, le terme fair play financier est souvent utilisé dans le football parce qu'on connaît celui de l'UEFA, mais en Espagne, c'est un système un peu différent, créé par Javier Tebas, le président de la Liga, il y a quelques saisons. L'objectif principal était d'instaurer un contrôle strict sur les dépenses des clubs espagnols. Pourquoi? Tebas a donc imposé un système où chaque club devait respecter un équilibre entre ses revenus, droits TV, billetterie, sponsoring, vente de joueurs et ses dépenses, salaires, transferts, fonctionnement. À partir de 2013, ces règles se sont installées et, il faut le dire, elles ont été plutôt efficaces au début. Beaucoup de clubs espagnols ont réussi à réduire leurs dettes et à repartir sur de meilleures bases, mais il y a eu un gros problème, la crise du Covid-19 en 2020. Pendant cette période, les clubs ont vu leurs revenus s'effondrer. Plus de spectateurs dans les stades, donc chute de la billetterie, moins de ventes de maillots et produits dérivés, sponsors qui payaient moins, droits TV parfois renégociés à la baisse. En parallèle, les dépenses sont restées énormes. Les salaires des joueurs, les amortissements des transferts passés, etc. Clubs concernés et impact du Covid. Maintenant que nous avons posé les bases, il est important de comprendre quels clubs sont touchés et pourquoi. Comme je vous l'ai déjà dit, tous les clubs espagnols doivent respecter le fair play financier. Mais la situation n'est pas la même pour tout le monde. Certains clubs ont toujours été en bonne santé financière, d'autres ont accumulé des dettes et doivent maintenant rattraper leur retard. Prenons quelques exemples. Le FC Barcelone, c'est l'exemple le plus connu. Pendant la période Covid, le Barça a subi plus de 400 millions d'euros de pertes. Cela a eu un impact direct sur leur limite salariale, car la masse salariale, c'est-à-dire tout ce qu'ils dépensent pour les joueurs, primes, agents, amortissements, est restée très élevée, mais les revenus se sont effondrés. Résultat, un énorme différentiel entre ce que le club pouvait dépenser et ce qu'il dépensait réellement. Le Real Betis et le FC Séville, eux aussi, ont été touchés par ces pertes. Ce ne sont pas des clubs aussi riches que le Real ou le Barça, et le Covid a encore plus fragilisé leur équilibre économique. Ils ont donc dû adopter des stratégies strictes pour limiter les dépenses et respecter la limite salariale fixée par la Liga. Le Real Madrid, contrairement aux autres clubs, le Real a toujours affiché des chiffres positifs à la fin des exercices comptables. Grâce à une gestion plus prudente, combinée à des revenus énormes issus des sponsors et des droits TV, ils n'ont pas été aussi impactés par le Covid. Leur marge de manœuvre financière reste donc beaucoup plus confortable. En résumé, le fair play financier ne touche pas tous les clubs de la même manière. Certains, comme le Barça, sont directement sous pression pour réduire leurs dépenses ou augmenter leurs revenus. D'autres, comme le Real Madrid, ont une flexibilité bien plus grande. Maintenant que nous avons vu quels clubs sont concernés et comment le Covid a affecté leurs finances, il est crucial de comprendre ce qu'est la limite salariale et comment elle fonctionne. La limite salariale est un chiffre clé fixé chaque année par la Liga pour chaque club. Concrètement, c'est le plafond de dépenses que chaque club peut engager pour sa masse salariale. Si un club dépasse cette limite, il risque des sanctions et il ne pourra pas inscrire de nouveaux joueurs tant que la situation n'est pas régularisée. Mais qu'est-ce qui compose exactement cette limite salariale? C'est important à comprendre. Salaire des joueurs, évidemment, c'est la part la plus importante. Cela inclut les salaires fixes, les primes à la signature et parfois même les primes à la performance. Amortissement des transferts, lorsqu'un club achète un joueur, le coût du transfert n'est pas compté en une seule fois. Il est réparti sur la durée du contrat. Par exemple, si un joueur coûte 50 millions d'euros et signe pour 5 ans, chaque année, 10 millions sont comptés dans la masse salariale.
primes aux agents et autres bonus, tout ce qui est lié aux négociations ou aux commissions versées lors du recrutement des joueurs entre aussi dans le calcul. Autre section du club, pour les clubs omnisports, le Barça par exemple n'est pas seulement un club de football, il a des équipes de basket, de handball, de hockey, etc. Les salaires et charges de ces sections sont également pris en compte dans la limite salariale globale du club. Le cas du FC Barcelone depuis le Covid. Maintenant que nous comprenons la limite salariale, voyons ce qu'il s'est passé au FC Barcelone depuis la crise du Covid et pourquoi le club est aujourd'hui dans une situation délicate. Le Barça, comme on l'a déjà dit, a subi des pertes énormes pendant le Covid, estimées à plus de 400 millions d'euros sur une seule année. Avant cette période, la limite salariale du club était normale, c'est-à-dire compatible avec ses revenus et sa masse salariale. Mais pendant la crise, les revenus se sont effondrés, les dépenses, salaires et amortissements sont restés très élevés, la limite salariale est devenue extrêmement basse et parfois même négative, alors que la masse salariale continuait de croître. Résultat, un énorme différentiel entre ce que le club pouvait dépenser et ce qu'il dépensait réellement. Ce différentiel a eu des répercussions sur plusieurs saisons, et le Barça en subit encore les conséquences aujourd'hui. Les palancas, leviers économiques. Pour sortir de cette situation, le club a utilisé ce qu'on appelle les palancas ou leviers économiques. Concrètement, ce sont des opérations financières qui permettent de libérer de la masse salariale sans réduire directement les revenus du club. Exemple concret. Grâce au levier appliqué en 2022, le Barça a pu inscrire des joueurs comme Koundé, Lewandowski ou Rafinha, malgré des salaires très élevés. Ces opérations ont permis d'équilibrer temporairement la balance entre limite salariale et masse salariale. Différentiel actuel et situation financière du Barça. Maintenant, entrons dans le détail des chiffres actuels et du différentiel entre la limite salariale et la masse salariale du FC Barcelone pour la saison 2023-2024. Actuellement, la masse salariale du Barça est d'environ 545 millions d'euros en tenant compte des salaires des nouveaux arrivants comme Rashford et Joan Garcia, des salaires des joueurs en place et des petites primes ou bonus diverses. En parallèle, la limite salariale fixée par la Liga pour le club est inférieure à cette masse salariale, ce qui crée un différentiel d'environ 80 millions d'euros. Concrètement, cela signifie que le Barça ne peut pas simplement recruter n'importe quel joueur. Chaque nouvelle signature doit être analysée par rapport à ce différentiel. Si le club dépasse ce plafond, il ne pourra pas inscrire le joueur et risque des sanctions. L'impact des ruptures de contrat. Un point important à comprendre. Les ruptures de contrat peuvent aider le club à réduire la masse salariale sans affecter négativement la limite salariale. Exemple, supposons qu'un joueur anglais ait un salaire annuel de 16 millions d'euros. Si le Barça parvient à rompre son contrat avec un accord amiable, la limite salariale baisse de 16 millions, même si le club continue à payer cette somme comme indemnité. Cela permet de libérer de la marge pour inscrire de nouveaux joueurs. C'est pour cette raison que le Barça a profité d'un exercice comptable positif en 2022-2023 pour négocier certaines ruptures avant le 30 juin, ce qui a permis d'optimiser leur fair play financier. La priorité du club, vendre et prêter. En parallèle, le Barça se concentre sur les ventes de joueurs pour générer des plus-values comptables et réduire la masse salariale. Les prêts pour transférer une partie du salaire des joueurs à d'autres clubs. Les baisses de salaire et ruptures stratégiques afin de réduire le différentiel entre limite salariale et masse salariale. L'objectif final est clair, atteindre un équilibre où la masse salariale est compatible avec la limite salariale, ce qui permettra au club de retrouver une liberté maximale pour le mercato, tout en respectant les règles strictes de la Liga, les règles spécifiques du fair play financier. Maintenant que nous avons vu le différentiel actuel et la situation financière du Barça, il est temps d'expliquer les règles précises du fair play financier de la Liga et comment elles s'appliquent dans différents cas. Cas d'un joueur à forte masse salariale, imaginons un joueur comme De Jong, dont le salaire représente une part importante de la masse salariale totale, plus de 5%. Si le club décide de vendre ce joueur ou de réduire son salaire, il peut récupérer 60% de l'économie salariale pour l'utiliser sur le mercato. De plus, l'amortissement annuel du transfert du joueur peut également être partiellement récupéré, ce qui donne une marge supplémentaire pour recruter. Enfin, si le joueur est vendu avec une plus-value comptable, par exemple vendu 100 millions alors qu'il reste 35 millions à amortir, 25% de cette plus-value peut être utilisée pour augmenter la limite salariale.
En combinant ces trois éléments, le Barça peut générer des dizaines de millions d'euros de fair play financier avec la vente d'un seul joueur, ce qui lui permet de recruter de nouveaux talents sans dépasser la limite salariale. Cas d'un joueur à faible masse salariale, pour un joueur dont le salaire représente moins de 5% de la masse salariale, comme un jeune joueur ou un joueur moins important, le club peut récupérer 50% de l'économie salariale et de l'amortissement annuel, et seulement 20% de la plus-value comptable. Résultat, les joueurs à forte valeur financière ont un impact beaucoup plus important sur le fair play financier, ce qui explique pourquoi le Barça se concentre sur certaines ventes stratégiques plutôt que sur des joueurs moins chers. Exemple concret. Prenons De Jong encore une fois. Vente à 100 millions d'euros, salaire annuel économisé 38 millions, amortissement annuel économisé 12 millions, plus-value comptable 65 millions. En appliquant les règles de la Liga, le Barça pourrait générer environ 52 millions d'euros de fair play financier rien qu'avec cette vente. Pour mettre ça en perspective, un joueur coûtant 35 millions d'euros, comme un transfert classique, nécessite seulement 11 millions d'euros de fair play financier pour être inscrit. Donc, la vente de De Jong permettrait de financer plusieurs recrutements en une seule opération. Perspective du mercato et stratégie du Barça, le différentiel actuel entre la masse salariale et la limite salariale est d'environ 80 millions d'euros. Pour recruter librement, le Barça doit réduire ce différentiel en combinant vente, prêt, rupture de contrat et optimisation des dépenses. Stratégie de recrutement, petit recrutement ou prêt, joueur à masse salariale modérée ou prêt pour ne pas alourdir les comptes. Vente et plus-value comptable. Vendre des joueurs déjà amortis pour générer de la marge et réinvestir rapidement. Rupture de contrat ciblée. Réduire les salaires élevés non essentiels pour libérer de la limite salariale. Exemple pratique. La vente d'un joueur comme De Jong pourrait générer 52 millions d'euros de fair play financier permettant de recruter plusieurs joueurs tout en respectant les règles. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur le fair play financier en Liga 2023-2024. Pour résumer simplement, le fair play financier est là pour assurer l'équilibre économique des clubs. Le Covid a bouleversé beaucoup de clubs, surtout le Barça, qui doit encore rattraper le retard accumulé. La limite salariale et la masse salariale sont les chiffres clés à suivre et chaque vente, prêt ou rupture de contrat a un impact direct sur la marge de manœuvre du club pour recruter. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le Barça utilise stratégie, patience et calcul financier pour rester compétitif tout en respectant les règles strictes de la Liga. Comprendre ces mécanismes permet de décoder les choix des clubs et les transferts et de mieux suivre l'actualité footballistique. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sujet, likez, abonnez-vous à Butosphère 48 et partagez-la avec vos amis fans de foot. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre et pour continuer à décrypter avec vous l'économie du football. Restez connectés, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Butosphère 48. Et comme toujours, portez-vous bien et vivez le foot à fond.